Face à l'urgence géopolitique et technologique, la base industrielle et technologique de défense européenne n'a plus le droit à l'erreur. Comment combler notre retard capacitaire, notamment sur les États-Unis et la Chine, avant qu'il ne soit trop tard? Un enjeu de souveraineté débattu par Bastien Mancini, qui est le PDG de Delair, Arnaud Danjean, ancien président de la sous-commission sécurité et défense au Parlement européen, et Charlie Pinedo, qui est COO de Cerber, le tout sous la houlette ou sous la férule de Ulrich Bouna, chercheur associé à Eurocreative. On peut les applaudir. Bonjour à tous, merci à tous de votre présence, merci au Point pour l'organisation de cette conférence. Comme ça a été dit, le retour de la guerre de haute intensité en Europe, notamment en Ukraine, le fait qu'on soit de retour dans une espèce d'ère des carnivores, pour reprendre le terme présidentiel, fait qu'effectivement on peut se poser de la question de la place de l'Europe face à ce défi du réarmement, donc un défi bien évidemment capacitaire, mais aussi, et peut-être même surtout aussi d'un point de vue de l'innovation technologique, face effectivement à des Américains qui investissent toujours plus, les Chinois aussi toujours plus. La question, ce qu'on peut se poser, c'est de se dire quel modèle en quelque sorte adopter en Europe pour permettre à l'Europe de continuer à exister et d'être un acteur majeur de l'innovation technologique dans le domaine de la défense. Pour essayer d'aborder cette question, je vous propose de faire 3 tours de table. Le premier sera un petit peu sur le diagnostic, essayer d'identifier certains irritants. Le deuxième, ce sera essayer d'identifier quelques pistes pour résoudre ces irritants à court terme. Et un dernier point, ce sera un peu plus sur comment finalement cet effort s'articule ou va peut-être des fois en contradiction avec un petit peu le cadre UE et OTAN. Du coup, pour commencer, je me tourne vers vous, Arnaud Danjean. Donc, en tant que membre de la sous-commission sécurité et défense au Parlement européen, entre 2009 et 2024, vous avez été aux premières loges des discussions au sein de l'UE sur les questions de défense. Avez-vous constaté des divergences dans l'approche de la souveraineté, notamment technologique, vis-à-vis des USA? Et de même, avez-vous perçu des rivalités entre pays européens sur le sujet de défense, à même d'expliquer peut-être en partie la difficulté à mettre en place des programmes d'armement communs? D'abord, merci de votre invitation. Alors oui, des divergences, énormes. Alors, elles ont tendance à se réduire parce que l'actualité récente fait que, notamment les coups de boutoir du président Trump, en particulier sur le Groenland, ont secoué tout l'écosystème européen. Mais depuis des décennies, c'est même au-delà des années, depuis des décennies, il y a des divergences assez fondamentales entre Européens sur le concept même de souveraineté. Le mot même de souveraineté est d'ailleurs un mot qui fait beaucoup débat, ou plutôt qui n'a jamais trop fait débat parce que c'était un gros mot dans la sphère bruxelloise et dans beaucoup de capitales européennes. La France s'est trouvée très souvent toute seule à défendre l'idée, alors on appelle ça maintenant l'autonomie stratégique, mais enfin toute cette idée qui, depuis le général de Gaulle, tourne autour de la capacité des Européens à faire les choses par eux-mêmes et pour eux-mêmes en matière de sécurité et de défense. C'est une conception très française qui n'a pas été très bien partagée par nos partenaires européens, avec des raisons... Il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur, il s'agit simplement de constater que ce qui apparaît comme des évidences pour nous, Français, parce qu'on a été élevé là-dedans, parce que c'est une doctrine qu'on a créée avec un fort volontarisme politique dans les années 60, ce qui apparaît comme des évidences pour nous n'en sont pas pour la plupart de nos partenaires européens, parce que leur trajectoire historique est différente, parce qu'ils sont revenus au réarmement, c'est le cas de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, grâce et sous parapluie américain, parce que tous les pays d'Europe centrale et orientale, quand ils se sont libérés du communisme, eh bien, l'effet de balancier a fait que la garantie de sécurité, elle était immédiatement américaine. Donc il y a plein de entre guillemets, bonne raison pour chacun de nos partenaires d'avoir un peu évacué cette question de la souveraineté. Juste pour vous donner un exemple qui est anecdotique mais extrêmement révélateur et qui date d'il n'y a pas très longtemps, justement dans le contexte de l'affaire du Groenland, il y a la commissaire européenne, une des commissaires européennes finlandaise qui s'occupe notamment de sécurité technologique, qui prenait la parole dans une interview et on lui demandait est-ce que cette crise va un peu inciter les Européens à être plus souverains en matière de technologie? Et sa première réponse, de façon très spontanée, a été de dire oui, mais
et tout de suite le mais était aussi important que le oui, pour dire oui mais, je la cite de mémoire, oui mais la souveraineté ça ne doit pas dire l'enfermement, l'autarcie, l'isolation, le protectionnisme. Immédiatement, tous nos partenaires partent à fond la caisse, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, sur cette problématique-là. C'est pas ça le problème. Et donc, évidemment, c'est compliqué de faire des choses en européen quand on parle de souveraineté. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le premier choc a été Trump 1, déjà en 2016, et le deuxième choc, Trump 2, est encore plus violent. Et donc, c'est un peu malheureux de voir qu'il faut ça aux Européens pour considérer les questions de souveraineté. On y vient progressivement. Dernier point, je ne vais pas être trop long là-dessus, dernier point qui me frappe quand même, je pense qu'il y a aussi un effet générationnel. Je pense que dans beaucoup de pays européens, pour des générations qui ont été aux responsabilités ces 20 ou 30 dernières années, c'est très compliqué de se débrancher à tout point de vue du mode de pensée qui a prévalu pendant des décennies. Quand vous êtes un homme politique ou un général allemand de 60 ans, vous avez baigné là-dedans depuis votre formation. Pendant 40 ans, vous avez été dans un système où on vous explique par A plus B que de toute façon, la garantie de sécurité, elle est américaine, que la souveraineté européenne, c'est une illusion. Et donc, c'est compliqué de changer complètement son logiciel. Dans les jeunes générations qui arrivent, et on en reparlera tout à l'heure, en particulier dans les entrepreneurs, il n'y a pas cette prévention-là. J'allais dire, pas dire on part de zéro, mais en tout cas, il y a la volonté de créer un modèle nouveau qui intègre, lui, naturellement, l'aspect souveraineté européenne, parce que beaucoup de ces entrepreneurs, ce qui les a amenés à se lancer dans le secteur de la défense, ça a été, et à proposer des solutions technologiques innovantes et différentes, ça a été le conflit ukrainien. Et donc, il y a une dimension, j'allais dire, naturellement européenne dans l'ADN de ces nouveaux acteurs. Merci beaucoup, Arnaud Danjean. Pour enchaîner sur une éventuelle autre difficulté, je me tourne du coup vers Bastien Mancini. Donc vous êtes directeur de l'ER, donc l'un des leaders européens, en tous les cas c'est votre mission de devenir un des leaders européens des drones. Au-delà effectivement de cette différence de perception sur ce qu'est la souveraineté européenne, il y a une question de financement aussi. Lorsqu'on regarde le financement de grandes entreprises de la New Defense, Palantir et autres, on voit que ça se chiffre en milliards de dollars aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences de chiffrage en fait entre les deux rives de l'Atlantique et notamment peut-être d'une certaine appétence beaucoup plus grande des marchés aux États-Unis par rapport au financement de la New Defense? Oui, alors déjà peut-être juste pour revenir sur ce que vous venez de dire sur la culture européenne, moi j'ai fait Erasmus, donc quelque part, et c'est des programmes longs, mais moi je me sens européen par mes études. Voilà, donc je pense que beaucoup de gens de ma génération ont fait ce genre de programme, et ça amène à ressentir les choses différemment en termes de souveraineté. Ensuite, pour revenir à votre question, en effet, il y a déjà, je pense, c'est un lieu commun, mais une appréhension du risque aux États-Unis qui est très différente. Mais pour l'illustrer dans le domaine précis où on travaille, donc les drones, depuis 15 ans, donc de l'ER, c'est une société de drones qui a 15 ans. Depuis 15 ans, on a vu défiler un certain nombre d'entreprises de drones. Voilà. Aux États-Unis, vous avez un nombre incalculable de boîtes de drones qui ont fait faillite, qui ont levé des centaines de millions de dollars et qui ont fait faillite. On peut citer 3D Robotics, Airware, mais bon, il y en a plein. En France, aujourd'hui, j'entends encore parler du grand hiver du drone qui est lié à Parrot, qui a levé des fonds en 2015, qui a eu des difficultés, voilà, mais enfin, comme tout le monde, et puis aujourd'hui ils s'en sortent bien. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont marqués par ça. Donc cette espèce de culture on a peur du truc qui rate, ils ont pas ça aux États-Unis, ils sont capables de mettre voilà, beaucoup d'argent. Donc derrière, il y a évidemment une notion de taille de ticket. Les montants disponibles aux États-Unis sur les investissements sont beaucoup plus importants. Les fonds, on va dire qu'en France ou en Europe, on discute plutôt souvent de l'ordre de quelques millions d'euros, des dizaines de millions d'euros. Et quand on arrive dans ces sommes-là, on sent que les gens commencent à trembler un petit peu. Alors des centaines de millions, c'est très très rare. C'est, comme vous l'avez dit, c'est des milliards aux États-Unis, et les centaines de millions, c'est des lieux communs. Mais c'est aussi des choses assez rationnelles. C'est-à-dire qu'il y a une fragmentation du marché européen qui fait qu'en fait, quand vous pariez des centaines de millions aux États-Unis, alors il y a un risque, mais si vous gagnez, c'est un marché continental. Voilà, c'est un gros marché. En Europe, si vous gagnez, vous allez gagner dans un pays, puis après vous allez devoir vous battre pour gagner dans le pays d'à côté. Et donc en fait, vous misez beaucoup, mais le gain possible, espéré, est faible. J'ai assisté à une conférence d'Enrico Letta qui disait sur
sur des domaines comme l'énergie, la finance, les télécommunications, en fait, il n'y a pas de champion européen parce qu'il y avait des champions nationaux et on a des marchés fragmentés et on est un peu prisonnier de ça. Dans le domaine où on est, nous, typiquement la robotique, il n'y a pas encore de champions nativement européens. Et effectivement, je pense que face aux champions mondiaux qui sont aujourd'hui américains et chinois hein, dans ce domaine-là, il est encore temps de constituer des champions européens, mais qui soient natifs. On ne va pas faire coller des champions de pays à pays, ça ne marche pas. Il faut, je pense, dès le départ, impulser une culture profondément européenne. On a la chance, voilà, en tout cas dans la difficulté, ça crée aussi des opportunités. Le contexte actuel pousse les Européens à se rapprocher sur ces domaines-là, et je pense qu'il faut saisir cette opportunité. Merci beaucoup. Et du coup, pour enchaîner sur peut-être une troisième difficulté, on parlait de marchés nationaux. C'est bien souvent effectivement une relation qu'on doit avoir, enfin que les industriels doivent avoir, donc avec les donneurs d'ordre, on va dire, au niveau de l'État. Chez vous, chez Cerber, donc vous travaillez notamment avec plusieurs agences de l'État, ministère de la Défense, l'administration pénitentiaire. Est-ce que du coup, parfois, il y a des processus administratifs qui sont peut-être un petit peu, on va dire, inadapté par rapport à l'approche qu'on peut avoir peut-être plus dans les startups ou les scale-up qui sont basés plus sur l'agilité, l'approche incrémentale. Comment est-ce que vous le ressentez, vous ? Bonjour à tous. Donc, en effet, c'est vrai qu'en première lecture, on pourrait se penser un peu ça, de se dire que, en fait, sur le point de vue économique, pour une jeune société, un cycle d'achat de 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est un arrêt de mort. Personne financera pendant 5 ans une procédure d'acquisition. Donc ça, c'est un premier point en fait où c'est le capital privé qui vont venir, c'est le prise de risque des entrepreneurs pour rentrer sur ces marchés-là et on va dire survivre. Donc après, il y a plein de stratégies que, par exemple, chez Cerber, on a mis en place. L'export en premier lieu, venir sur des urgences opérationnelles avec un système qui est déjà mature sur l'étagère, permet de financer la société le temps d'atteindre ces gros contrats. Et ce que vous n'avez pas forcément dit aussi, c'est dire qu'il y a un effet d'escalier dans nos contrats, on va dire, européens ou nationaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner un contrat à 100 millions d'euros avant de vous en avoir donné un à 10. Et on ne vous en donnera pas un à 10 avant de vous en donner un à 1. Donc il y a tout ce cursus honorum qu'il faut passer et qui prend du temps. Donc en parallèle, il faut bien aller se développer ailleurs, il faut montrer sa valeur et continuellement la prouver. Ça change. On le voit également à la fois sur l'aspect, on va mettre longtemps à certifier, à écrire un programme qui doit durer 20 ans. Ça change. On voit des choses sur les drones en particulier avec des appels d'offres DGA récents, sur des contrats cadres évolutifs. Donc ça, on le voit de l'incrémentation. Mais en final, la vraie problématique, et c'est une problématique en fait, qui s'impose à tout le monde, c'est que personne, si je veux dire d'un point de vue intérêt personnel, n'a intérêt à des marchés complètement géométrie variable et girouette. Dans une période d'instabilité budgétaire, il est bien plus rassurant pour le donneur d'ordre de parier sur un contrat à 20 ans qui lui garantit ses capacités, qui a contractualisé avec un industriel, plutôt que quelque chose qui va être remis au pot tous les ans et qui risque de faire l'objet d'un arbitrage défavorable, voilà, des drones ou le porte-avions, enfin, des choses comme ça. Donc c'est bien plus rassurant d'avoir un gros contrat, 20 ans, cadre, et quitte à sacrifier un peu d'agilité. Même chose pour nous côté industriel. Un contrat où on gagne le droit de concourir et on n'a pas de garantie de volume, de financement pour investir derrière, c'est très compliqué. Pour créer des capacités de production, c'est compliqué. Mais voilà, ces choses-là, ça commence à changer. L'autofinancement avec l'ouverture des capitaux privés à la défense, qui est quand même assez récent, change aussi un peu la donne sur notre capacité à pouvoir proposer des choses sur étagère aux donneurs d'ordre, et aux donneurs d'ordre surtout à comprendre de dire peut-être que je dois faire mes propres compromis et prendre ce qui existe plutôt que quelque chose que j'ai planifié pendant longues années. Ça marche. Mais merci déjà pour ce premier tour de table donc sur les différents irritants, peut-être sur les solutions à court terme pour enchaîner. Enfin, on parlait déjà un petit peu effectivement d'évolution, notamment au sein des donneurs d'ordre, au sein de la DGA. Je me retourne vers vous, Arnaud Danjean. L'État stratège, clairement, et c'est sans doute celui qui est le plus à même, on va dire, de définir un peu les grandes politiques stratégiques de l'armement. Quelles sont, d'après vous, en fait, quelles mesures pourraient être prises à court terme, on va dire, par l'État, justement, pour fluidifier sans doute les choses et permettre justement à ces entreprises de se créer déjà d'une part et de se développer ensuite? Moins d'État, peut-être. L'État stratège, c'est toujours une expression qui me
que je prends avec des pincettes parce qu'il a été si peu stratège dans plein de secteurs stratégiques et puis dans le premier d'entre eux, c'est-à-dire les finances publiques, depuis des décennies. Parce que c'est ça aussi le problème aujourd'hui. L'État peut avoir de très bonnes idées, peut avoir un rôle éminent à jouer en matière de défense. L'acheteur final, c'est l'État, à travers ses forces armées, à travers la DGA. Donc évidemment, l'État a un rôle majeur à jouer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État est largement nu. Ce qui fait la différence en Europe aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du contexte européen, indépendamment des conceptions de la souveraineté, qui sont un peu différentes dans chacune de nos pays, le problème, c'est aussi les capacités budgétaires et financières. Et aujourd'hui, la France, je le dis un peu brutalement, mais n'a pas les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que même si on a un État stratège sur la définition d'un certain nombre de programmes prioritaires, on va quand même continuer à privilégier des programmes pluriannuels sur très long terme, bien encadrés par des procédures qu'on connaît, les procédures d'acquisition, de consolidation, tout ça, plutôt que de faire confiance à des nouveaux acteurs, parce que les nouveaux acteurs, c'est risqué, et puis on n'a pas la marge de manœuvre aujourd'hui pour se permettre du risque, j'allais dire. Pardonnez-moi, sur le plan budgétaire, c'est criant. Donc, moi, je vois les efforts d'adaptation qui sont faits au sein du ministère des Armées, au sein de la DGA, c'est tout à fait louable, c'est nécessaire, c'est indispensable. Tout le monde tire les enseignements du conflit ukrainien, avec la boucle très, très, très courte. Comment ça va se retranscrire dans la réalité? Je ne veux pas dire que je reste circonspect, mais je pense qu'il faut être assez prudent parce qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de mauvaises habitudes à perdre. Effectivement, l'intrusion aujourd'hui du financement privé secoue un peu les choses, évidemment. Mais là aussi, il y a beaucoup d'investisseurs privés qui manifestent un intérêt, voire un appétit pour les questions de défense. J'espère que leur engagement va être de long terme, suffisamment long terme, parce que le problème, c'est que beaucoup d'entre eux vont vouloir de la rentabilité à court terme. Et ça, ce n'est pas exactement compatible avec les cycles en matière de défense. Donc voilà un premier point d'attention. Autre chose, alors qui a peut-être moins trait à l'organisation proprement dite de l'État et de ses services, je mets toujours en garde contre l'idée que nous sommes par définition pratiquement toujours en retard d'une guerre. C'est-à-dire que souvent l'horizon stratégique qu'on se fixe est un peu obstrué par l'immédiateté. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'immédiateté, alors aujourd'hui même c'est le Moyen-Orient, mais avec des caractéristiques qui sont aussi assez proches de la guerre en Ukraine, donc qui a fait la part belle à un certain nombre de types d'armements ou autres. Ça ne veut pas dire que le prochain conflit auquel nous serons, nous, Français, confrontés plus directement, sera exactement selon les mêmes caractéristiques. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas se couper d'un certain nombre de capacités parce que... pardonnez-moi l'expression, l'effet de mode serait de dire il faut tout miser sur tel type d'équipement. Je pense qu'il n'est pas exclu que dans les années à venir, on ait de nouveau à refaire de l'expéditionnaire contre-terroriste dans certains coins d'Afrique, de Moyen-Orient ou d'Asie. Je pense qu'il n'est pas totalement exclu qu'on ait de nouveau des guerres asymétriques à conduire, alors que depuis maintenant 4 ans, tout le monde planche sur des scénarios de haute intensité interétatique en se fiant sur ce qui se passe en Ukraine. Donc attention à la surprise stratégique qui fait qu'il faut se tenir prêt à... Et donc ça plaide pour une chose, ça plaide pour alors c'est le mot valise, pardonnez-moi, mais ça plaide pour de l'agilité, pour vraiment être capable de se reconfigurer très vite. Je ne suis pas certain aujourd'hui que notre État stratège, selon l'expression, soit exactement à même de bifurquer comme ça sur des changements très rapides et un peu soudains de l'environnement stratégique. Alors, la transition est magnifique, puisque pour le coup, je me tourne du coup vers Bastien Mancini. Justement, Delair participe notamment via une agence de la DGA qui s'appelle l'AID à 2 projets qui sont pour le coup beaucoup plus agiles, beaucoup plus incrémentaux, qui correspondent beaucoup plus à la façon dont les matériels militaires sont conçus, déployés, utilisés, améliorés en Ukraine. Donc le projet Colibri et le projet Larinae de votre côté. Est-ce que justement, vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur ces 2 sujets et dire comment ça colle peut-être un peu plus à votre modèle ? Ouais, c'est très intéressant que vous parliez de ça parce que en fait, c'est des projets qui ont 4 ans. Et le fait qu'on en parle encore, ça dit quelque chose, je pense, du caractère radicalement différent de cette approche. C'est effectivement des projets emblématiques pour faire des munitions téléopérées qui ont été déclenchés, une phase de consultation de 3 mois de mémoire, des choix pareil en 3 mois, des projets qui ont été déroulés sur quelques mois derrière. Et nous qui nous ont conduits, donc nous on a fait Colibri avec KNDS, Larinae avec MBDA, et le produit de Colibri qui était un prototype, donc un projet lancé par l'AID,
a été industrialisé et livré en Ukraine et utilisé depuis, je crois, plus d'1 an en Ukraine, voilà, avec succès, avec des retours opérationnels ukrainiens. Donc ça, c'est une manière radicalement nouvelle. Et c'est vrai que, bon, on en parle encore, mais les projets Colibri et l'Arinée, en l'occurrence, sont terminés. Mais dans le domaine des drones, la DGA et le ministère des Armées, plus généralement, il y a la DMAE, l'AID, la DGA, chacun a fait évoluer des choses. En effet, vers de l'organisation d'achat sur étagère, avec des développements, donc des industriels faits sur fonds propres. Nous, de l'air, c'était ce qu'on faisait naturellement dans le milieu civil, on vient de là. C'était un peu novateur, on va dire, dans le milieu défense. Et cette manière de... Parce que la manière classique, traditionnelle d'acheter dans la défense, c'est une force fait une expression de besoin, le transmet à la DGA qui fait une spec technique, qui organise une consultation, tout ça, ça prend déjà 5 ans. Ensuite, il faut choisir un industriel qui va développer un truc exprès là-dessus, ça reprend encore 3 à 5 ans. Et donc vous avez 10 ans entre l'expression de besoin et la livraison sur le marché. Ce qui peut bien marcher pour un sous-marin ou des gros objets, mais pour les drones, ça ne marche pas du tout. Et donc la solution, c'est l'industriel finance. Alors, il y a un inconvénient pour l'industriel, c'est qu'il ne se fait pas tout payer. Donc il prend des risques, on développe des produits, et puis ça se trouve, on ne fait pas le bon produit, et puis voilà, on ne se le fait pas acheter. Et l'État doit aussi renoncer à quelque chose, il doit renoncer à tout contrôler. L'État doit en effet accepter qu'il achète ce qui est là disponible sur le marché, et même s'il avait plutôt envie d'avoir un truc comme ci ou comme ça, il doit renoncer à ça. Mais ça, c'est vertueux, et je pense que c'est la manière... Donc ça a été mis sur les drones avec le pacte drone, le marché d'achat sur étagère de la DMAE. Donc c'est des objets assez nouveaux qui permettent des achats rapides, des développements très rapides. Il y a une part de risque à gérer par l'industriel, encore une fois. Il y a une part pour l'État et les forces d'accepter de prendre ce qui est là. Mais je pense que c'est vertueux et ça permet de créer des objets industriellement qui sont utiles. Donc ils sont produits en plus grand nombre. Comme ils sont produits en plus grand nombre, ils sont moins chers, donc ils sont compétitifs à l'export. Et c'est comme ça qu'on arrive, je pense, à créer des champions à l'international. Merci beaucoup. Vous l'avez évoqué, donc justement des partenariats un petit peu entre entreprises un peu établies, Prime, et des entreprises un peu plus innovantes, ou en tout cas plus récentes dans leur marché, des néo-Prime. Et du coup, Charlie, vous de votre côté, je sais que vous avez aussi quelques partenariats justement entre Cerber et des entreprises, on va dire un peu plus anciennes de la BITD. On a tendance un petit peu à opposer les deux modèles. Du coup, vous de votre expérience, est-ce que finalement cette opposition, elle n'est pas un petit peu justement peut-être inadéquate, on va dire, et on serait peut-être plus sur une tendance de partenariat, ou en tout cas peut-être les uns ont des choses à apporter aux autres? Oui, en fait, tout à fait. Je pense que c'est vraiment la chance de l'écosystème français d'avoir en fait cette verticale, cette colonne vertébrale qui est extrêmement robuste. Je pense même que c'est unique en Europe. Ça tient à des choix de souveraineté qui ont été faits depuis les 50 dernières années. C'est aussi un tissu qui a fait ses preuves à l'export, parce que ça, je pense qu'on n'en parle pas assez également, mais l'horizon opérationnel, commercial, industriel, c'est le monde. Et le marché le plus libre qu'on puisse trouver en défense, en fait, c'est la concurrence mondiale, c'est le grand export, et c'est ça qui révèle vraiment les valeurs des technologies et des produits. Donc c'est un premier point. Et en fait, à la rigueur, à ce moment-là, tout le monde a quelque chose à jouer. Je pense qu'importer un espèce de modèle qui tient à dire qu'il faut quelques très grands champions, et on ne fait pas une BITD avec une slide avec 3 logos de Décacorn, ça ne marche pas. Enfin, on a tous à gagner, tous à jouer. Nous, Cerber, on a vraiment fait le choix du tissu écosystémique. On a des gens qui font de la fabrication pour nous, avec de très haute qualité. On a des gens qui vont faire intervenir sur nos produits avec des expertises techniques très pointues, qu'on ne pourrait pas se payer à l'année. On n'a pas le flux de produits, de projets suffisant. Mais on arrive à monter une équipe France, mais également européenne. Je tiens ce que dit Bastien, c'est-à-dire que la bonne échelle de croissance, la bonne échelle de base industrielle et technologique, c'est bien l'Europe, et les Baltes, les pays d'Europe centrale, de l'Est, même les Ibères, ont beaucoup de choses à nous apporter, et il serait dangereux de les opposer. De même qu'il est dangereux d'opposer un Thales ou un MBDA avec une société comme nous. C'est-à-dire que nous, on va travailler par exemple avec un Thales sur le programme Parade, qu'on avait pour les JO, extrêmement agile également. La fiche de besoin, donc le cahier des charges, tombe en août, pour une démonstration de produit final en octobre, pour une livraison et mise en opération à la cérémonie d'ouverture des JO 18 mois plus tard. Le retard n'est pas possible. On n'allait pas retarder les JO parce que nous, on avait des mises à jour à faire. Donc là-dessus, on montre aussi que notre base, on sait travailler entre
gros, entre petits, entre moyens, pour faire de belles choses. On travaille aussi avec MBDA, par exemple, à l'export. Mais ces gros-là ne peuvent pas adresser tous les marchés. Donc aussi, Cerber va développer une offre en direct pour l'export, pour du tactique, pour des marchés de plus petite taille, qu'un prime ne peut pas forcément se faire. Donc voilà, je t'aimerais juste de dire, parfois, un peu les néo-primes ne sont pas ceux qu'on pense. Quand on regarde un peu les US, au final, la doxa qui tend à dire que les primes historiques, hérité de la guerre froide, font le C2, font la surcouche d'intégration. Regardez Palantir, regardez Anduril. Le marché de 20 milliards d'Anduril, c'est du C2. Donc finalement, ceux qui font du capteur, ceux qui font vraiment la techno qui opère sur la bataille, c'est avant tout c'est des PME et des ETI. Et là, la France, elle est très très bien dotée. Merci beaucoup. Du coup, effectivement, donc Bastien et Charlie l'évoquaient un petit peu. Je me retourne vers vous, Arnaud. On évoquait le fait que ce soit finalement l'Europe qui soit en quelque sorte le bon échelon pour aborder cette innovation technologique et ce marché européen de la défense et de la New Defense. On voit que l'Europe commence un petit peu à bouger, la facilité SAFE, la nomination déjà d'un commissaire à la défense. Il y a des choses qui bougent au niveau européen. Du coup, effectivement, comment vous le ressentez, cette posture européenne? Et est-ce que finalement, c'est cette échelle-là, enfin même si on l'a un petit peu abordé, qui permettrait effectivement à l'Europe de véritablement ouvrir son marché et d'être devenir vraiment autonome des États-Unis? Alors, je suis toujours un peu prudent avec cette notion d'européanisation parce que autant je pense que l'échelle géographique et j'allais dire l'échelle géopolitique est la bonne, c'est bien celle du continent européen, et ce qui vient d'être dit sur les partenariats qui peuvent être faits avec des boîtes qui ont le même ADN, j'allais dire que les nouveaux acteurs de la défense prouvent ça tous les jours. Autant je pense également que les instances européennes avaient un rôle à jouer pour fluidifier les choses, notamment en termes de financement. On a parlé des financements privés, mais il y a aussi des financements institutionnels qui se débloquent et qui hésitaient à venir dans la défense. Et là, il y avait un rôle incitatif à jouer de la part des instances européennes. Autant je suis très réservé, alors je suis très français en cela, hein, voilà, mais je suis très réservé sur un rôle excessif qui pourrait être pris par certaines instances européennes. Et en particulier, je trouve que la Commission européenne, je la connais bien, je l'ai pratiquée pendant 15 ans en tant que parlementaire, la Commission européenne, vous savez, vous lui donnez une tâche, elle ne va pas s'en satisfaire. Elle va avancer jusqu'à ce qu'elle bute sur un obstacle qui va lui dire « Attends, là, c'est pas à toi de faire ». Mais elle déroule. Et donc, je vois bien la tentation en matière de défense en particulier de la Commission européenne de s'arroger beaucoup de prérogatives qui sont quand même encore dans le domaine des États. Alors, peut-être avec leur pesanteur, peut-être avec leur lourdeur, mais encore une fois, le marché de la défense n'est pas un marché comme un autre. Encore une fois, il y a un seul client. C'est pas un vrai marché, d'ailleurs. Le terme de marché est assez impropre parce qu'in fine, il n'y a qu'un seul acheteur, c'est l'État. Et il y a un seul utilisateur, c'est les forces armées, quand on parle vraiment de matériel de défense. Et donc, il faut faire attention à ce que la Commission européenne ne se mêle pas de tout, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Elle a un manque aussi d'expertise en la matière. Moi, je vois des fonctionnaires européens extrêmement compétents qui passent, ils ont fait 15 ans à la DG agricole, et puis là, ils deviennent des experts à la DG défense. Ça ne marche pas exactement de la même façon. Et je vois bien la tentation qu'il y a en ce moment au sein des instances européennes de dire oui, alors on a un problème effectivement de fragmentation du marché européen, c'est vrai. Cela étant, on n'est pas les États-Unis. Donc le degré de comparaison avec les États-Unis, il est à la fois juste en termes d'échelle, en se disant bon, et puis c'est nos compétiteurs aussi, mais d'un autre côté, en termes d'organisation socio-politique, on n'est pas des États-Unis, on est l'Union européenne, c'est-à-dire une union d'États souverains. Et ça ne va pas changer du jour au lendemain. Et donc, je vois bien la tentation de la Commission de dire, bon, allez, il faut tout faire à l'échelle européenne, on va tout décloisonner. Mais il y a des questions importantes aussi qui font, on parlait de l'organisation de la défense française, qui font que la défense française n'est pas exactement la défense allemande, qui n'est pas exactement la défense portugaise. Là encore, il y a des bonnes raisons à ça, à cette fragmentation. Il y a des raisons bêtes et méchantes qu'il faut essayer de lever quand on le peut, mais il y a aussi des vraies raisons stratégiques qui font qu'on ne pense pas exactement de la même façon à Tallinn et à Lisbonne. Et j'allais dire à Miami et à Seattle, on pense in fine la même chose parce qu'on est dans le même État. Donc quand il y a une doctrine stratégique qui est fixée pour les États-Unis, tout le monde est logé à la même enseigne. En Europe, ce n'est pas exactement la même chose. Vous ne pourrez pas empêcher les Baltes
quel que soit le contexte international, de considérer que la principale menace, elle vient de l'Est. Vous ne pourrez pas empêcher les Italiens de penser que leur principal défi sécuritaire, il est quand même au sud et dans la Méditerranée. C'est comme ça. Et donc, ça crée malgré tout un certain nombre de pesanteurs dans l'organisation du tissu industriel, dans la priorisation, la hiérarchie des priorités sur les commandes ou sur les programmes. Donc voilà. Et de ce point de vue-là, la Commission, elle fait fi de toutes ces différences. La Commission, c'est un organisme supranational en soi, mais moi je dis pas que c'est un gros mot en soi, mais évidemment, elle n'a pas cette approche différenciée par rapport à des stratégies différentes, par rapport à des perceptions différentes, à des organisations différentes. Vous avez des pays en Europe qui ont un écosystème à la française, avec quelques gros primes, beaucoup de sous-traitants, de la New Defense, c'est-à-dire un peu de tout. Vous avez des écosystèmes européens qui sont soit quasiment inexistants sur le plan industriel, soit c'est que un ou deux gros primes. Donc vous avez plein de configurations différentes en Europe. C'est parfois frustrant, et je comprends que pour un organisme normatif comme l'est la Commission européenne, ça soit extrêmement frustrant. On aura envie de tout mettre au même standard, ça serait beaucoup plus simple, la même règle pour tout le monde, les mêmes financements pour tout le monde, la même stratégie pour tout le monde. L'Europe, c'est pas ça, malheureusement. Donc on a une identité européenne, qu'est-ce qu'elle est? Il faut faire avec. Donc c'est un peu un handicap. Voilà, c'était juste le petit point de vigilance que je voudrais accorder par rapport à la vision qui se développe aujourd'hui à Bruxelles du nivellement. Et j'ai peur que dans ce nivellement, qui a beaucoup de vertus sur le plan de l'accessibilité au marché ou des choses comme ça, il y ait des économies d'échelle ou autres, il y ait aussi on mésestime et on néglige, parfois même on méprise un peu trop, des singularités nationales qui font aussi la richesse et la force du continent européen. La dissuasion nucléaire française, par exemple, qui irrigue totalement l'industrie française depuis 60 ans, et j'allais dire pour le meilleur, que ce soit sur le plan civil ou militaire, eh bien, d'autres pays ne peuvent pas s'en prévaloir. C'est simplement cette spécificité-là, qui est massive en France, vous ne pouvez pas la niveler à l'échelle européenne. Donc voilà un certain nombre de points de vigilance qu'il faut avoir. Maintenant, encore une fois, quand l'Europe est dans son rôle, j'allais dire notamment d'incitation sur le plan normatif, sur le plan financier, ça c'est une bonne chose. Et les financements qui se dégagent aujourd'hui, je trouve que c'est particulièrement bienvenu. Et un État seul n'était pas en mesure de répondre à ce défi. Donc ça c'est très bienvenu et j'espère que ça va ouvrir aussi les vannes pour que nous en profitions. Parce que là encore, on retombe sur le sujet précédent de votre question précédente, c'est les capacités financières et budgétaires qui font quand même la différence in fine. Et aujourd'hui, on voit quand même que le centre de gravité, il est beaucoup plus en Allemagne qu'en France. Je dis ça, voilà. Pour moi, français, c'est un vrai problème de voir le déséquilibre qui est en train de s'instaurer entre l'irrigation du système industriel allemand par un budget colossal et nous, quand on augmente de 3 milliards, c'est-à-dire un bout de chandelle dans tout ça, on parle comme si on avait complètement révolutionné la trajectoire du budget de la défense. Oui, en Allemagne, ils mettent 100 milliards sur la table. Je ne sais pas si on a bien pris la mesure de l'échelle de différence qui explique beaucoup de choses d'ailleurs dans les tensions actuelles entre industriels français et allemands. Merci beaucoup. Vous parliez de l'UE comme éventuellement organisme normatif. Il y a un autre organisme normatif extrêmement important pour la défense de l'Europe, qui est l'OTAN, qui est donc bien évidemment un peu le pilier de la sécurité en Europe, notamment en Europe, enfin c'est comme ça que c'est vu en Europe centrale depuis la chute du mur. Mais finalement, le risque un petit peu de s'inscrire dans cette perspective otanienne, c'est qu'effectivement l'OTAN étant une machine à normer, ça peut être parfois un peu les Américains qui imposent leurs normes en quelque sorte. Et donc du coup, finalement, la question que j'ai envie de vous poser, Bastien, c'est comment est-ce qu'on renforce le pilier européen de l'OTAN sans tomber justement dans cette espèce de dépendance normative aux Américains? Je vous remercie de me poser une question sur l'OTAN en ce moment, qui est un sujet pas évident. Je pense, et c'est valable aussi au niveau européen, et d'ailleurs aussi dans la compétition mondiale, que c'est en ayant des acteurs économiques puissants qu'on arrive à imposer quelque part les aspects normatifs qu'on veut. On a sans doute tendance en France, en Europe, à avoir d'abord vouloir normer et puis laisser c'est un peu la caricature, et puis laisser les autres développer des produits. Mais après 15 ans d'expérience dans de l'air, je le vois bien. Donc aujourd'hui, les leaders mondiaux américains, chinois, qui font entre 500 millions et 5 milliards de chiffre d'affaires, c'est eux qui influencent la réglementation européenne sur les drones, parce qu'ils sont plus puissants économiquement. Les acteurs
économiquement puissant influence les normes, influence les réglementations. On peut dire et faire ce qu'on veut, c'est comme ça que ça se passe. Donc effectivement, je pense qu'il y a un intérêt à arriver à faire émerger des acteurs économiques puissants. Donc on en a parlé tout à l'heure dans le financement. Il y a aussi ce sujet d'ailleurs que je n'ai pas évoqué, mais qui est la souveraineté dans l'exit. En fait, un fonds, quand il rentre, il a envie à un moment de revendre, de sortir. Et donc si son champ des possibles dans la revente, c'est que la France, c'est plus petit que si c'est toute l'Europe. Et donc là, il faut trouver quelque chose qui fonctionne. Et donc faire arriver des acteurs puissants qui ont cette taille, ça permet aussi, je pense, de maîtriser l'éthique des systèmes robotiques qui est aujourd'hui dominé par les Chinois et les Américains. Est-ce qu'on a envie que ce soit ça et leur vision de ces objets-là qui dominent le monde dans les années à venir? J'en suis pas sûr, mais si on se dit ça, ça veut dire qu'en effet, il faut mettre les moyens, il faut se donner les moyens de créer des acteurs puissants. Alors, vous parlez à l'échelle politique, donc 100 milliards, moi je parle juste au niveau des drones, mais en Allemagne, ils ont acheté du matériel à des acteurs économiques pour des centaines de millions, quand en France, on était encore plutôt en dizaines de millions. Alors la France a progressé, hein, le budget en France sur les petits drones est passé de 10 à 100 millions en quelques années. Il est encore en train de monter, donc il se passe vraiment des choses, et voilà, ça c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que l'Allemagne est à peu près 10 fois, investit 10 fois plus aujourd'hui dans ce domaine, et donc ça c'est important. Et puis en fait, investir, ils achètent du matériel, hein, ils ne payent pas des programmes de développement, ça permet de créer des capacités industrielles. Et ça, je crois que c'est assez important aussi, cette notion de fabriquer les objets industriellement sur les territoires, qui a longtemps, en France notamment, été mise de côté en disant nous, on est les gens intelligents, on conçoit, et puis on fait fabriquer ces trucs-là par des pays à bas coût. Non, en fait, bien fabriquer des objets industriellement, il y a un savoir-faire, il y a de l'ingéniosité. C'est ce qui permet d'améliorer les produits au cycle d'après. Nous, on le voit bien, on a notre usine qui est collée avec notre bureau d'études. Et en fait, les techniciens de production font leur retour directement au bureau d'études, on accélère les cycles. Un produit bien fait, il est facile à produire. Et ça, on l'avait un peu perdu, je pense qu'on le retrouve, mais ça vient par de la commande publique, en l'occurrence dans la défense, d'objets massivement. Et donc, créer ces capacités industrielles, il ne faut pas se voiler la face, ça ne se fait pas en 3 mois. Faire une usine efficace qui fait des produits fiables, etc., ça prend des années et des années. Il faut à la fois gérer ça, et en même temps être capable de créer des produits en quelques semaines ou quelques mois, parce que effectivement dans notre domaine, je pense personne ne sait dire quel sera le drone dont on aura besoin dans 3 ans. Et donc avoir à la fois des capacités industrielles fortes pour faire des objets par dizaines de milliers, et en même temps des bureaux d'études capables de créer des objets en quelques semaines ou quelques mois, il faut arriver à avoir cette dualité-là, et ça nécessite à mon avis aussi d'avoir des acteurs puissants économiquement. Okay. Merci beaucoup. Et du coup, vous l'avez évoqué un peu ces capacités industrielles, etc. Il y a une espèce de, parfois une attitude un peu paradoxale qui est que la menace, elle est extrêmement présente, extrêmement prégnante, extrêmement court terme, notamment aux frontières est de l'Europe. Et c'est perçu comme ça par les pays baltes, la Pologne, etc. Et d'un autre côté, finalement, il y a peut-être cette tentative, on a dit ça prend du temps de construire des usines, etc. Donc il peut y avoir des fois cette tentative chez certains d'acheter un peu des produits sur étagère qui se trouvent en général aux États-Unis. Et donc finalement, la question que j'ai envie de vous poser, Charlie Pinedo, c'est comment est-ce qu'on peut éventuellement éviter cet écueil de se dire on va acheter sur étagère pour répondre à la menace d'aujourd'hui et puis on verra plus tard pour le reste. En fait, c'est plutôt une bonne chose. Acheter tout de suite sur étagère et on verra plus tard. Ça évite de se poser des questions pendant 5 ans et de rien faire à la fin. Donc moi, je dis bravo déjà. Je pense également, comme disait M. Dangean, c'est de dire que c'est très facile depuis Paris de juger que les États baltes, que la Pologne a un peu, a tort d'acheter américain parce qu'ils préreçoivent une menace. Oui, c'est leur frontière, c'est leur choix. Et donc, l'achat sur étagère américain a une vraie rationalité pour ces pays-là. Et il faut plutôt le voir comme un échec de notre côté de ne pas avoir proposé une option viable pour eux. Et en fait, un des points où on voit beaucoup, c'est-à-dire que ces pays-là, ils ont bien compris que ce qui prévaut, c'est la masse, la masse, la masse. Aller voir une PME française pour acheter, c'est-à-dire que 200, 300 unités d'un système anti-drone ou ainsi de suite, qui serait déjà un beau contrat en soi, en fait, eux, ils se projettent sur dire, oui, mais ça, les 200, 300, c'est mon besoin opérationnel aujourd'hui, mais si vraiment ça se passe mal, il va falloir 3000. Est-ce que tu es capable d'en faire 3000 ? Notre réponse à notre échelle, c'est non. Quand la France en achète 12,
Nous, on ne sait pas en faire 300. Donc, à ce moment-là, qui c'est qui répond oui? C'est les Américains, parce qu'eux, ils en produisent 3000 en achat pur. Donc, il y a vraiment cet aspect-là de dire, en fait, l'outil industriel, comme disait Bastien, c'est la primauté. Enfin, l'arsenal d'aujourd'hui, c'est l'usine. Enfin, l'arme ultime, c'est la capacité industrielle. Donc, le problème pour nous, Européens, c'est de se dire que la réalité des budgets, c'est qu'on n'est pas en guerre. C'est que ce n'est pas une économie de guerre. Ce serait profondément outrancier de dépenser des milliers de milliards sur la défense à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, tout le monde aimerait avoir une capacité de production à hauteur de comme si on dépensait 3 000 milliards. Donc finalement, il y a un peu une dichotomie qui se passe là. Pour nous, industriels, nous, on sait produire à hauteur de ce qu'on a besoin. On prend tous du risque pour avoir des capacités qui dépassent assez largement notre volume de commandes maintenant, parce qu'on anticipe de la croissance, on anticipe des besoins urgents. Mais passer le cliquet x10, x100, nous, nos actionnaires, nous ne le financerons pas en fonds propres. Ce que je dis toujours, je ne vais pas embaucher des gens à boire le café. Mais par contre, si l'État, si les instances supranationales se disent, mais non, en fait, ça c'est une réserve stratégique. On a besoin d'avoir ces machines-outils, ces bancs de test, ce personnel, une réserve citoyenne, entre guillemets, d'ouvriers. Et ça se a formé régulièrement. Ça se finance, et ça, on va le financer. Donc, vous allez produire à hauteur de 200 par an, parce que c'est ce qu'on vous commande, mais vous avez un outil dimensionné à 2000. Ça, c'est une vraie solution. Et comme disait Bastien, après, le reste, c'est la concentration européenne aussi. Il faut que, entre guillemets, les best athletes se ressemblent, ceux qui ont le même ADN se ressemblent et fassent des champions qui montent l'échelon de 200 à 2000 parce qu'en fait, leur carnet de commande naturellement augmente et se concentre, mais ça ne fera pas le 20 000 ensuite. Un des points où je trouve quand même important, et je vais faire un peu une porte ouverte, 1 milliard d'achetés aux US et 1 milliard qu'on ne dépense pas en Europe. Donc, à la fin, c'est compliqué quand les mêmes nous expliquent qu'on n'a pas les capacités quand ils ont dépensé l'argent ailleurs. Donc, il y a aussi un vrai aspect qui finalement a changé dans les 10-15 dernières années, c'est la centralité du logiciel dans l'armement. Et ça, c'est un des points, on en a beaucoup parlé avec le F-35, mais c'est vrai même au niveau de la radio tactique, c'est au niveau de la tablette de chaque combattant, chaque véhicule. Qui contrôle le logiciel, contrôle l'évolutivité, contrôle sa capacité à être adapté aux besoins. Et si c'est le Pentagone, la Silicon Valley qui le fait, pas de certain qu'on se batte dans les conditions où on veut le faire. Donc rien que pour ça, acheter européen, c'est aussi la garantie d'acheter notre capacité d'autonomie stratégique à un niveau extrêmement micro. Et ça, je pense, c'est sous-estimé dans les débats actuels. Complètement d'accord. Puis de toute façon, on le voit en Ukraine, hein, cette capacité à frapper, à utiliser du matériel qui utilise des composants américains, des fois c'est problématique. Juste peut-être avant de passer la parole au public, je voulais voir si l'un de vous souhaitait rajouter un dernier point peut-être, ou en guise de conclusion. Ouais, peut-être juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et ma question sur Colibri Larinae. Donc l'histoire de Colibri Larinae, c'est quand même la DGA, donc il y a 4 ans, qui a fait une demande aux industriels pour dire qui a des munitions téléopérées. Donc ils ont consulté les industriels, dont nous. Bon, personne n'avait le truc complet. Donc la DGA a acheté le truc américain, les Switchblade à AeroVironment. En même temps, l'AID a lancé Colibri Larinae et la DGA a lancé des programmes de munitions téléopérées. Bon, pour l'anecdote, Colibri, Larinae et MTOCP, qu'on a fait, qui est aussi le programme de DGA, ont été livrés avant les Switchblade. Parce que finalement, ces trucs américains étaient là sur étagère, mais quand il faut régler les problématiques d'export, les problématiques entre États, etc., finalement, le résultat, c'est que sur ce coup-là, je ne dis pas que c'est à tous les coups, mais en 2-3 ans, la France a résolu industriellement le problème, mais elle a mené les 3 démarches en parallèle. Voilà. Ok, je ne sais pas si Arnaud Dangean, vous souhaitez rajouter un dernier point ou on ouvre la parole. Non, peut-être juste pour rebondir aussi sur ce qu'on avait dit dès le départ, c'est que bien trop souvent, vous m'interrogiez sur la conception de la souveraineté en Europe, bien trop souvent, je trouve qu'industriellement, nous, Français,
on a zappé la case européenne au sens géographique du terme. C'est-à-dire qu'on a une industrie nationale très puissante dans la défense qui s'est développée par rapport à des programmes purement souverains dans les années 60, 70, 80 pour nous-mêmes. Et donc on a un marché captif national très dynamique, hein, puisque l'État a une commande publique très forte vis-à-vis des grands acteurs de la défense. Et puis ces grands acteurs de la défense sont développés avec succès d'ailleurs, il faut le souligner, à l'export dans le vaste monde. On parle le Golfe Persique, l'Indonésie, l'Inde, voilà. Et dans on fait un peu le grand écart entre le national et le vaste monde, et le grand oublié, c'est l'Europe. Et donc, je ne vais pas dire qu'on est un peu responsable aussi d'avoir laissé le champ européen aux autres, aux Américains ou à d'autres compétiteurs. Donc aujourd'hui, on se retourne vers les Européens en leur disant c'est pas bien, vous achetez pas européen, sous-entendu, vous achetez pas français. On a notre part de responsabilité aussi là-dedans. Et puis, je pense qu'il faut qu'on soit aussi vigilant dans le message qu'on adresse. Pour beaucoup de ces pays-là qui prennent conscience des vulnérabilités, des dépendances excessives qu'implique l'achat américain, si on les débranche de l'achat américain pour leur dire achat européen, eux, si on leur dit c'est l'achat européen, c'est l'achat français, ils vont dire on va pas passer d'une dépendance excessive à une autre dépendance excessive vis-à-vis d'un seul fournisseur français. Donc tout ça pour dire, il faut qu'on soit aussi lucide sur la façon dont les autres perçoivent les efforts français d'aboutir à une autonomie européenne. Effectivement, je pense que c'est fondamental, cette notion de souveraineté. Je pense qu'on peut peut-être prendre 2-3 questions. Oui, on peut déjà les applaudir. Bravo à vous pour ces échanges. On va prendre qui avait levé. On va vous donner un micro. Je vous l'emprunte parce que vous allez devoir le partager. Merci beaucoup. Je suis ingénieur et chef d'entreprise français, mais je suis ukrainien d'origine. Ma famille est là-bas, mes amis aussi. La question que je me pose, et ainsi qu'ils se la posent, c'est pourquoi est-ce qu'on s'entête à confier la résolution de ce conflit aux Américains, qui ont systématiquement foutu le bordel partout, il faut quand même le reconnaître. Hein, ils sont d'ailleurs en train d'en faire autant au Moyen-Orient. Pourquoi est-ce que les Européens ne trouvent pas une solution pour régler ce problème ? Vous avez 1 minute. Là, on joue à la patate chaude. C'est complexe quand même comme question, hein, monsieur. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. C'est relativement complexe. Je sais pas si. Monsieur Danjean. Non, J'aimerais bien vous trouver une réponse satisfaisante. D'abord, y a-t-il une solution à cette crise ? C'est quand même quelque chose d'excessivement complexe quand on voit les points de départ des deux parties en présence. Pourquoi les Européens ne proposent rien ? Les Européens, j'allais dire, dans la solidarité qu'ils ont manifestée envers l'Ukraine et dont on peut se féliciter, ils proposent une solution très simple qui est de dire il y a un agresseur qui a pris la responsabilité d'agresser un autre pays souverain. Si l'agresseur retire ses troupes, on pourra peut-être commencer à discuter. Voilà, bon, je schématise. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis se sont saisis, enfin Trump en particulier, s'est saisi de cette question en disant je vais y mettre fin, je vais résoudre ce conflit. Il ne sait pas très bien comment s'y prendre et ça donne rien. Quelle est l'alternative que pourraient proposer les Européens ? Malheureusement, dans un conflit, quand vous voulez être un apporteur de solutions à un conflit, et là je ne parle pas en termes de jugement de valeur, qui est l'agresseur, qui est l'agressé. Dans un conflit, vous avez deux parties en présence. Si d'entrée de jeu, il y a une partie qui ne vous reconnaît pas, ce qui est le cas de la Russie vis-à-vis de l'Europe, qui ne vous reconnaît pas comme un acteur ou un médiateur honnête, vous pouvez proposer ce que vous voulez, ça sera pas retenu. Donc malheureusement, j'allais dire pour le meilleur et pour le pire, l'Europe a choisi son camp, si vous me permettez l'expression, et je pense que c'était le bon, qui était la défense de la souveraineté ukrainienne. Et dès lors, pour Moscou, ça disqualifie l'Europe de jouer un rôle constructif dans la résolution du conflit. Donc c'est extrêmement compliqué pour l'Europe de trouver sa place dans des pseudo-résolutions diplomatiques. Je crois que Trump, en l'occurrence, a fait une promesse intenable de résoudre le conflit en 24 heures. Il doit, j'allais dire, il s'en mord les doigts. Non, parce qu'il s'en fout, il n'a aucun scrupule, il n'a aucun surmoi. Donc, je pense que... si vous voulez, ce qui est quand même, juste pour passer là-dessus, mais vous disiez le bazar qui sont en train de semer ailleurs aussi, ce qui est quand même absolument invraisemblable avec Trump, c'est qu'il vous assène des trucs,
des mensonges. La stratégie de sécurité américaine qui a été publiée au mois de décembre, la première page, c'est une préface de Trump. Et dans la première page, au bout de 10 lignes, il vous dit « J'ai mis fin à 8 conflits, et des conflits ouverts, raging wars ». Mais c'est fou, mais c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Et les exemples qu'il donne sont pas vrais. Mais le type, il balance ça dans un document estampillé, publié, officiel. C'est un truc incroyable. Donc, vous voyez, la capacité à dire des choses énormes et à imposer le narratif, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, fait que pour les Européens qui sont dotés d'une autre rationalité et qui ont une autre grille d'analyse sur un tel conflit, c'est très compliqué de trouver sa place. Donc je crois que malheureusement aujourd'hui en Europe, personne n'a la clé pour débloquer ce conflit, sur le plan diplomatique en tout état de cause. On va prendre la question de madame. Bonjour, merci beaucoup. Récemment, j'ai eu un essai à faire sur le paquet législatif Omnibus, et c'est donc en lien avec toutes les normes dont vous parliez de la Commission européenne. Vous avez parlé de nivellement normatif. Je me demandais du coup, est-ce que c'était souhaitable ce paquet Omnibus, puisque la Commission européenne dit que c'est pour la compétitivité de l'Europe, etc., que c'est pour éviter que tout le monde parte à l'étranger, soit pour étudier, soit pour investir, parce que c'est plus facile aux États-Unis. Et en même temps, ces normes, c'était un peu ce qui faisait la fiabilité de l'Europe. Donc est-ce que ce paquet Omnibus, qui touche en fait plein de secteurs, que ce soit l'environnement, toutes les normes CSRD, etc., je ne sais pas trop si ça touche la défense, mais est-ce que vous pensez que c'est souhaitable ? Parce que je trouve qu'on en entend finalement assez peu parler dans les infos. Il y a effectivement plusieurs... Dans le langage européen, omnibus, c'est effectivement les trains de simplification, pour faire court. Et donc, effectivement, la Commission européenne, depuis 1 an et demi, sur demande des États membres et sous pression politique de la nouvelle majorité politique qui s'est dégagée en Europe à l'issue des élections de 2024, auxquelles je n'ai pas pris part puisque j'ai pris ma retraite de ce monde-là. Donc je ne suis pas forcément le mieux placé pour commenter ce qui se fait actuellement. Mais en tout état de cause, c'était une revendication qui prenait racine déjà de façon plus ancienne. D'une façon générale, il y avait quand même une énorme demande de la part en particulier des acteurs économiques, des industriels, pour simplifier un certain nombre de règlements européens qui avaient été édictés les dernières années, voire décennies. Ça touche la défense, partiellement, mais ça touche plein d'autres secteurs. Et honnêtement, on pourrait rentrer dans le détail de chacun de ces paquets omnibus. Moi, je trouve que c'était bienvenu. Et ça correspondait vraiment à une demande très rationnelle des acteurs économiques. Juste pour vous donner un exemple sur tous les paquets qui ont été votés avant que je quitte le Parlement, et moi j'avais voté en partie contre ces réglementations, toutes les réglementations qui sont passées sur la due diligence, les choses comme ça, c'est-à-dire les contrôles de conformité, c'était insensé parce qu'on était descendu à des seuils qui faisaient qu'on allait étouffer nos PME et nos startups sous d'une paperasserie, sous des démarches administratives. Alors l'objet, comme toujours en Europe, l'objet final, il est très noble, il est tout à fait respectable, mais on se soucie pas, le législateur européen, et j'en ai fait partie pendant 15 ans, ne se soucie malheureusement pas assez de l'applicabilité de ce qu'il vote. On me dirait c'est souvent pareil en France, mais à l'échelon européen, c'est encore plus grave parce que l'échelle est plus grande par définition. Et donc, on vote des trucs en se contrefichant de la façon dont ça va être appliqué ou pas et de la façon dont ça peut être appliqué. Et là, en l'occurrence, les 5 dernières années, on avait voté des trains de mesures qui se justifiaient moralement, éthiquement, toutes mieux les unes que les autres, mais qui étaient totalement inapplicables et contraires à la respiration économique nécessaire. Donc, d'un point de vue général, les omnibus, à mon avis, étaient tout à fait souhaitables. On va prendre une dernière question. Monsieur. Bonjour, merci beaucoup. Je m'excuse par avance pour l'imprécision de ma question. Je suis étudiant en droit, mais c'est des questions qui m'intéressent. Alors ma question, c'est pour Monsieur Mancini. Dans le théâtre des opérations, on voit qu'il y a une certaine tension entre l'exigence de massification pour certains produits comme les drones et les missiles aussi, et en même temps des produits qui montent de plus en plus en intensité technologique
Et je voulais savoir si vous, en tant qu'industriel, vous perceviez aussi cette tension-là dans votre planification au niveau de la production et de la R&D. Oui, en effet. Donc, comme vous l'avez dit, il y a cette massification qui arrive. Moi, je dis souvent, dans la défense, il y a un marketing un peu naturel qui est de dire les trucs coûtent très cher parce que c'est de la défense, donc c'est très performant. Je pense que c'est du marketing. En fait, les trucs coûtent cher parce qu'ils sont faits en petite quantité. Une caméra thermique infrarouge, ça n'a pas de raison technologique de coûter plus cher qu'une caméra dans le visible. Ça coûte beaucoup plus cher, hein, mais c'est parce qu'ils s'en fabriquent beaucoup moins. Une voiture, aujourd'hui, c'est un bijou technologique qui se vend 30 000 euros, mais parce qu'il est fait en série énorme. Le programme de développement a coûté 1 milliard. Et donc mais ça, c'est toute l'industrie, je pense. Mettre de la technologie, faire de la grande série, un smartphone, ça coûte rien par rapport à toute la technologie que ça contient. Donc le domaine de la défense y échappe pas. Il y a échappé pendant un moment où on essayait surtout, et notamment en France, hein, je pense, la France a une particularité, c'est que c'était un choix stratégique de maintenir une capacité sur l'ensemble du spectre industriel. Alors que des pays ont fait un choix différent qui a été de dire « Ok, je garde certains champs et puis les autres, je les coupe ». Et donc, aujourd'hui, on arrive dans un autre moment où il faut refaire de la masse. Et je pense qu'il y a une opportunité pour les entreprises françaises, d'ailleurs, parce qu'il y a tout un écosystème de PME qui, en effet, aujourd'hui, leur client naturel, c'est les grands maîtres d'œuvre français. Et en fait, ils pourraient aller à la conquête du marché européen, aller chercher des maîtres d'œuvre ailleurs en Europe, parce que pour le coup, même si c'est des entreprises qui sont petites, on couvre tout le spectre. Et il y a des pays d'Europe qui aujourd'hui cherchent à reconquérir une capacité sur certains domaines. Ils n'ont pas la capacité. On a les PME qui ont cette capacité, qui n'ont souvent pas la culture d'aller à l'export en Europe. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut construire dans les prochaines années. En tout cas, c'est une vraie opportunité qu'on a en France et à mon avis, vers laquelle on devrait tous aller. Merci et bravo encore à tous les trois. Merci beaucoup.